bonjour. Donc, dans cette idée de l'apaisement, en fait, je vous propose de faire une petite introduction sur ce sujet de la technique. Non pas que je considère que la technique soit un problème, mais ce qui nous pose problème, je pense, c'est notre relation avec la technique. Et pour ça, je vais commencer par une petite anecdote que généralement je partage avec l'audience. Et en fait, je suis dans une chambre d'hôtel. La première fois où vraiment j'ai pris conscience de ça, pour tout vous dire, c'était aux États-Unis, il fait très bon, ça doit être au printemps, je ne me souviens plus. Et j'arrive dans ma chambre d'hôtel qui est un véritable réfrigérateur. Il gèle parce qu'on a cru bon de m'accueillir avec une chambre glacée, certainement, j'imagine, comme signe de confort et de luxe. Donc la première chose que je cherche à faire, surtout qu'en plus ça fait un bruit d'enfer dans la chambre, parce que la clim fait du bruit. Donc je me dis, je vais ouvrir la fenêtre. Ben, je ne peux pas ouvrir la fenêtre. Et donc ça, c'est une grande frustration, je ne peux pas ouvrir la fenêtre parce que justement, comme le bâtiment est climatisé, on ne me laisse pas la possibilité d'ouvrir la fenêtre et justement de me reconnecter avec la température extérieure, avec le jardin de l'hôtel que je vois, etc. Donc je dis, je vais au moins essayer de couper la clim. Donc la recherche du petit boîtier commence. Là, on prie pour qu'il y ait au moins on-off. Il m'est arrivé d'autres fois d'aller chercher des fusibles. Bon, là, j'arrive à couper la clim pour au moins ne pas avoir le bruit. Je coupe la clim, il y a moins de bruit, mais il y a quand même toujours du bruit. Parce qu'il y a le système central de l'hôtel et parce que comme on est dans une ville américaine, en fait, tous les immeubles qui m'entourent, même avec la fenêtre fermée, on entend toutes ces machineries sur le toit qui font que la ville, effectivement, on se sent habiter plutôt une machine qu'une pièce ou une ville. Et là, on peut se poser la question de se dire, mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi? D'autant que le matin au petit déjeuner, quand vous demandez aux autres, les gens avec qui vous voyagez, est-ce que vous avez gardé la clim? C'est l'unanimité, tout le monde a vécu la même chose et tout le monde a dit j'ai coupé la clim. Donc voilà, comment en est-on arrivé là? Alors on en est arrivé là dans l'évolution de cette relation que nous entretenons avec la technique et la ville. Au départ, c'est bon de le rappeler parce qu'aujourd'hui le rapport s'est complètement inversé. La nature est menaçante, la nature est imprévisible, et au départ de la ville occidentale, disons à partir du Xe, XIe siècle, il y a cette mobilisation de la technique pour s'isoler d'une nature dangereuse, d'une nuit inquiétante, de forêts qui sont synonymes de danger, pour fabriquer la ville. Et donc la ville se construit derrière des remparts et il y a cet unisson entre le progrès technique et le développement de la ville. La ville, faut-il le rappeler, où va se développer les échanges commerciaux, mais aussi les échanges politiques, au sens où Gérard le rappelait, du sens politique et de la vie collective, mais aussi la transmission, l'éducation, les arts, etc. Donc il n'y a pas de question évidemment sur l'utilité de la ville. Et petit à petit, on va demander toujours plus. Là, on doit citer Descartes qui dit l'homme doit se rendre maître et possesseur de la nature. Voilà le programme que se fixe finalement l'homme occidental, et la technique va être le moyen effectivement de dominer cette nature pour être toujours plus autonome et en contrôle de l'environnement urbain. On ne va pas faire un cours sur la ville, mais je voudrais juste m'arrêter maintenant sur un autre grand changement. À quel moment ça bascule? Parce qu'on se dit, il y a tout un moment où il y a presque comme un équilibre entre cette ville technique et cette nature, mais à un moment donné, ça bascule. Ça bascule au XIXe siècle avec
l'industrialisation, la révolution industrielle, qui va de pair ensuite avec le capitalisme, et puis jusqu'à aujourd'hui la société de consommation. L'idée de confort, c'est un mot inventé par les Anglais vers 1850, qui est traduit en français pour la première fois en 1860. Et à partir de là, avec cette idée de confort, confort au niveau de l'habitat, confort au niveau urbain aussi, on entre dans un toujours plus qui n'a vraiment là plus de limite. Parce qu'il y a un argument qui est celui, comme on le voit résumé un peu ici, qui associe l'idée de bonheur et réellement d'allègement des tâches, notamment domestiques, mais il faudrait parler aussi de toutes les tâches de production, etc., au travers de l'acquisition et du développement de toujours plus de techniques et toujours plus de machines. Et là, on bascule dans une toute autre chose, donc ce que j'ai appelé la ville-machine, c'est-à-dire qu'on en arrive au jour d'aujourd'hui où on a tellement développé les outils techniques qui accompagnent la vie urbaine que la ville est devenue plus une infrastructure qu'une cité. Elle est devenue plus un milieu technique dont nous sommes les objets et non plus les sujets, et non plus la cité humaniste, justement, collective, où vivent ensemble les hommes. Donc c'est pour ça que je parle de relations, et votre thème aujourd'hui est celui de l'apaisement. Il y a véritablement un sentiment aujourd'hui d'oppression de cette vie urbaine et de la technique. C'est-à-dire qu'on est pris dans ce dilemme de tous les bienfaits indiscutables que ça nous apporte. C'est-à-dire on a de l'eau potable au robinet, on a des égouts, on a de la lumière, etc. On a du chauffage, on a des outils de transport et autres. Mais on voit bien qu'on est constamment, du soir au matin, sollicité par cet outil technique qui cadence nos vies et rythme nos vies. On s'en est bien aperçu, d'ailleurs, avec la crise sanitaire, puisque quand la pression technique s'est abaissée légèrement, c'était celle des transports notamment, comme on ne pouvait plus bouger, on a vu comment, dès que l'injonction de la machine technique a toujours bougé les citadins d'un bout de la métropole à l'autre s'est arrêtée, et bien comment le silence, le bruit des oiseaux, la récupération de l'espace public, les voisins, on a vu comment la cité, très vite, la cité réapparaissait derrière l'infrastructure ralentie, avec un sentiment qui se doublait du fait que cette ville-machine, cette ville-infrastructure, finalement, elle ne nous avait pas protégés de cette crise sanitaire. Elle avait même montré sa très grande fragilité, parce que ces infrastructures dominatrices, en fait, elles ont très peu de résilience. Autant les micro-dispositifs techniques à échelle humaine se recomposent et se réadaptent à des situations de crise, ce qu'a révélé la crise sanitaire, c'est que cette grosse machine, finalement, était extrêmement fragile. On peut penser par exemple aux grands immeubles avec des ascenseurs. Si on prend un immeuble à la Défense, on ne pouvait plus, on était un par ascenseur. Donc d'un seul coup, le grand bâtiment performant devient une espèce de mammouth déconnecté de l'évolution du temps. Donc cette relation, une fois encore, elle est à re-questionner dans le sens que la technique, qui est un moyen, qui est un outil, qui est donc à notre service, est clairement devenue la maîtresse de nos destinées urbaines en tant qu'habitants des villes, et que c'est elle qui fixe les objectifs. Donc tout mon propos est de dire, nous tous ensemble, les concepteurs, mais évidemment les maîtres d'ouvrage, enfin tous ceux qui interviennent dans la fabrication des bâtiments et de la ville, on doit vraiment là se secouer, non pas pour dire on va détechniciser, si vous me permettez cette invention, mais on va fixer nous les objectifs
à l'inverse. Alors les architectes, ils ont aidé à cette prise de pouvoir de la technique. Parce qu'en fait, au tournant du XXe siècle, quand les ingénieurs et ce système de la révolution industrielle devient dominateur, les architectes qui faisaient des ornements et de l'architecture un peu d'embellissement et de décoration, ce qu'on appelait l'éclectisme, ils sont désemparés. Et c'est vrai que les grands maîtres, les grands génies du mouvement moderne, Le Corbusier notamment, Mies van der Rohe, etc., ils ont été obligés, en quelque sorte, de courir après la victoire en se disant, ben, soit on emboîte le pas de ces ingénieurs et de cette technologie triomphante, soit on va se retrouver laissé pour compte au bord de la route avec notre système des beaux-arts. Et c'est Le Corbusier qui invente ce slogan, il était très fort un slogan, en disant « La maison doit devenir une machine à habiter ». D'où évidemment le titre de mon dernier livre, qui est un petit clin d'œil, puisqu'il s'appelle La ville-machine. Et les architectes se mettent à rendre acceptable et à faire une esthétique à partir de cette production technique. Donc là aussi, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Et même dans les années 80, les architectes high-tech disent, mais pourquoi on ne conçoit pas les bâtiments avec la même sophistication que les avions, par exemple. Donc là, j'ai pris, là on est à l'intérieur du A380, c'est un objet technique parfait, mais c'est là où on voit bien la différence entre habiter et voler dans un avion, ou habiter et conduire une voiture. Qui voudrait habiter tous les jours dans la cabine d'un avion? Et cet engouement des architectes pour une architecture qui soit technique et fonctionnelle devient complètement indépendante des cultures et des contextes, devient une facilité pour produire en série, parce que ça va de pair avec cette vision-là des techniques de production des bâtiments, pour produire partout finalement des mondes urbains sans qualité. Une petite anecdote sur une des inventions qui a vraiment contribué à cette crise que nous connaissons aujourd'hui avec notre environnement. C'est Willis Carrier, que vous voyez ici, qui en 1902 invente l'air conditionné. Alors, rafraîchir l'air, tout ça c'est aussi vieux que l'Antiquité, mais lui, il est vraiment l'inventeur de ce qu'on peut appeler la climatisation. Pourquoi c'est important? Parce que c'est là aussi une évolution extraordinaire. C'est que jusqu'à Willis Carrier, l'air était le même pour tout le monde. C'était même pas d'ailleurs une notion. Toutes les activités humaines, depuis que l'homme, depuis Homo sapiens, depuis moins de 200 000 ans, baignent dans le même air. Et là, on arrive à dire, attendez là, un air extérieur, qui est un air qui est trop chaud l'été, qui est trop froid l'hiver, etc., qui n'est pas assez humide, trop humide, etc. Donc cet air-là, c'est un air suspect. Nous, on est aujourd'hui, avec la technique, capable de fabriquer un air parfait qui va être celui contenu dans nos bâtiments. Et donc pour ça, il faut que les bâtiments deviennent des enveloppes complètement étanches. Donc j'en reviens à ma petite anecdote du début de l'impossibilité d'ouvrir la fenêtre de la chambre d'hôtel. Et l'air va devenir un produit. Ça paraît incroyable, mais c'est bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'air que chacun respire va être lui-même un produit issu de la technique, de machines qu'il faut remplacer, de filtres qu'il faut nettoyer, de maintenance, etc. Aujourd'hui, quand on réhabilite des bâtiments de bureaux, vous en savez quelque chose, la première chose qu'on vous dit, c'est « Ah, mais la clim, elle a 10 ou 15 ans, il faut refaire complètement la clim. » Donc l'air devient lui-même un produit de consommation. Et à partir de là, avec cette idée, toujours liée à l'idée de confort, l'architecture se retrouve définitivement affranchie du contexte. Parce que vu qu'on fait des bâtiments complètement étanches
et que c'est la climatisation qui va faire un air identique pour tous, eh bien très vite, les concepteurs et leurs clients vont oublier qu'ils sont à São Paulo, ou qu'ils sont à Tokyo, ou qu'ils sont à New York, ou à Paris, et on va faire exactement les mêmes immeubles, un peu partout, avec cette idée d'une architecture, d'ailleurs, qui va s'appeler officiellement, puisque c'est une exposition au Musée d'Art moderne de New York dans les années 1930, qui définit le thème d'architecture internationale, du style international. Donc l'architecture va pouvoir produire, puisque 1933, c'est aussi les premiers gratte-ciel, les premières idées de gratte-ciel en verre, faites par Mies van der Rohe, et qui va pouvoir, du coup, répandre partout dans le monde ces immeubles vitrés, indifférents aux orientations, sud-nord, au vent, au climat, aux cultures constructives. Donc on voit là comment une innovation technique particulière a pu modifier et changer complètement non seulement l'esthétique de nos villes, mais la façon et les relations que nous avons, avec nos villes. Je sais pas, là je suis allé. Voilà. Alors jusqu'à certains qui ont imaginé, comme l'ingénieur Fuller, de dire c'est plus possible que les villes soient privées de ces bienfaits de la climatisation, et donc il a fait le Manhattan Project, qui a été largement publié et discuté à l'époque, en disant on va mettre une partie de Manhattan sous cloche. Alors il y a bien d'autres injonctions techniques qu'on pourrait évoquer, c'est-à-dire que la technique des transports a finalement suscité cette vision de la ville comme un mouvement brownien où on est constamment en train de circuler. Là, on peut penser à ce raccourci que je trouve toujours actuel, sorti en 68 de métro boulot dodo, qui veut vraiment dire finalement vivre dans la grande ville, c'est travailler ici, dormir ailleurs, se détendre, et entre-temps ne fait que bouger. Et j'en reviens à ce que je disais aussi sur la crise sanitaire. La technique, c'est la production en série, donc c'est l'acceptabilité de voir la façon d'habiter la ville comme une façon absolument standardisée et répétitive. C'est quand même le pur produit, ça aussi, d'une vision de la technique, qui vient finalement se calquer sur la société de consommation qui a envahi aussi nos environnements construits, chez nous, dans nos logements, puisqu'on a de cesse que d'accumuler des objets. Là, je cite le fait que chaque foyer français contient en moyenne une centaine de produits, soit électriques, soit électroniques. Ça fait beaucoup de choses, surtout que, comme le disait le designer Maldonado, dans nos sociétés aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de fabriquer un produit que de s'en débarrasser. Et donc là, si on imagine que les objets aujourd'hui de la maison sont connectés, on était déjà, parce que moi j'en discute autour de moi avec des amis, dans ce sentiment d'envahissement des objets chez soi. Mais maintenant, ces objets en plus vont nous solliciter eux-mêmes. Donc là, cette pression technique, elle n'est pas uniquement celle de la rue, du quartier ou de la métropole, mais elle est vraiment à l'intérieur de nos habitats. Évidemment, je n'allais pas parler, la toile de fond de tout ça, mais Gérard l'a évoqué, c'est que tout ça est évidemment à l'origine de cette, enfin à l'origine en tout cas, est partie prenante de cette crise climatique, de ce réchauffement et de la prise en compte par les jeunes générations de la responsabilité que nous avons, nous, dans le bâtiment. Sur ça, je faisais juste avant le Covid, quand on pouvait mieux se déplacer, je faisais un atelier avec des étudiants au Canada. J'ai passé une dizaine de jours avec eux. Dès le premier jour, on discute et je m'aperçois qu'ils fabriquent leur savon eux-mêmes, leur shampoing eux-mêmes, etc., etc. Vous ne pouvez pas parler dans la foulée d'architecture comme si de rien n'était quand vous avez des jeunes de 18-20 ans qui
qui vous disent qu'ils fabriquent leur propre shampoing. Donc ça vous fait réfléchir. Mais moi, ce n'est pas ce dont je parle aujourd'hui, même si c'est depuis longtemps je vais dire un mot quand même, la toile de fond du travail de l'agence. Le climat, on en parle tous, c'est vrai qu'on a du mal à bouger, la crise sanitaire va peut-être nous faire bouger plus que cette peur du climat, qui, malgré tout, on considère toujours c'est pour demain, c'est pas tout de suite, etc. Mais c'est vraiment d'insister sur les conséquences aussi sur nos quotidiens, sur la relation qu'on a avec nos bâtiments et avec la ville. Alors, en 2008, j'étais commissaire de l'exposition Architecture égale durable au pavillon de l'Arsenal. Je dis juste ça parce que 2008, c'est il n'y a pas longtemps, et on a du mal à imaginer que c'était la première exposition en France qui parlait de développement durable, et que la moitié de mes amis archi, que j'appelais à l'époque en disant est-ce que tu n'as pas un bâtiment à montrer dans l'expo, me disaient maintenant le développement durable, c'est la mode du moment, dans 2 ans on n'en parle plus, on parlera d'autre chose. C'est quand même... bon, aujourd'hui ça fait l'unanimité, heureusement. De cette idée de développement durable, avec Pauline Marchetti, mon associé, on s'est dit mais pourquoi faire? Surtout qu'on a été questionné pour le pavillon de l'Expo universelle à Shanghai en 2010. Et on s'est dit, au-delà du développement durable, on s'est vraiment concentré sur cette résonance que ça pouvait avoir sur les contextes et sur les habitants. Et on s'est dit, mais comment en parler au grand public? Parce qu'une expo universelle, c'est du grand public. Et on s'est dit, mais finalement, c'est quand même le corps qui est maltraité à la grande ville. Si on prend toujours cette idée de la pollution, c'est les odeurs, le bruit, etc. Enfin, bref, au travers du corps, ce sont les sens. Et donc, on a pris comme slogan l'idée de ville sensuelle et de reconquérir une ville qui fasse du bien à la relation que l'on a avec elle. Donc ça, c'était le pavillon de la France que nous avions conçu et dont les façades intérieures étaient un jardin avec un bassin à rez-de-chaussée qui créait un îlot de fraîcheur et des terrasses jardins qui étaient très appréciées. Ça montrait qu'un bâtiment doit être porteur de son propre paysage et que dans une ville comme Shanghai, 24 millions d'habitants, on ne peut pas juste dire il y a des jardins publics, il y a des parcs, il faut vraiment qu'en termes d'îlots de fraîcheur, en termes de recyclage du carbone, etc., on ait des plantes, voilà. Et on avait, ça c'est la sculpture de l'artiste Aurel, qui était avec des plantes qui vivent bien avec la pollution. Et en fait, cette idée de ville sensuelle, elle insistait sur la relation que l'on doit créer avec une ville. Ça, c'est Singapour. Je montre cet exemple parce que Singapour, comme vous le savez, c'est un des pays les plus riches du monde. Donc ce quartier récent, enfin, il date de l'expo, c'était en 2010, c'était en même temps qu'on faisait l'expo, on était allé à Singapour faire une conférence. C'est un quartier récent. Si ça se trouve, les bâtiments, ils sont super bien isolés, thermiquement, énergétiquement, ils fonctionnent. Mais là, on a tellement une caricature du mouvement moderne, avec ce qu'on appelle l'espace vert, et ensuite les bâtiments, on se dit comment peut-on créer une relation les uns avec les autres déjà, avec la ville ou même avec la nature, avec ce type d'urbanisme, alors que ce qu'on recherche, c'est ce qu'on voit notamment dans la ville asiatique, parce que cette idée de ville sensuelle, elle nous a été inspirée par la ville asiatique, c'est quand même une ville de l'interaction et de l'échange, où l'humain, les odeurs, les couleurs des stores, les bruits amicaux, etc., sont vraiment la toile de fond du quotidien. Alors, Gérard évoquait l'Asie, c'est vrai que ce concept de ville sensuelle, il a eu beaucoup d'écho en Asie. On a fait 5 ou 6 expositions. Ici, c'était l'affiche de celle de Jakarta que nous avions eue sur ce concept de ville sensuelle. La dernière que nous avons faite avant le Covid, c'était à Montréal, où c'était extrêmement intéressant. C'était juste avant novembre-décembre 2019, de confronter ces idées avec l'idée de la ville américaine. Parce que Montréal, on adore le Québec parce que c'est l'Amérique qui parle français, mais c'est quand même l'Amérique. Et vraiment l'anecdote que je dis sur la chambre glacée, sur la clim, etc., c'était vraiment vécu par tous ces jeunes Canadiens comme quelque chose de vraiment nécessaire dans une ville qui pour l'instant n'en tient absolument pas compte. Et on développe ça effectivement avec le philosophe Philippe Siné, avec des publications
collaboration avec un labo de recherche qui nourrit tous nos projets. Juste après le confinement, par exemple, on avait sorti une petite publication sur le balcon en disant il ne faut pas se casser la tête déjà pour tous les logements, faisant les balcons les plus grands possibles. On avait illustré de tous les usages possibles, les usages honnêtes qu'on pouvait faire du balcon. Et voilà, toujours disponible dans les bonnes librairies ou sur vos vendeurs en ligne. C'est le livre que j'ai sorti l'an dernier, la ville machine, qui parle de ça. Deuxième partie, assez rapidement, c'est à l'épreuve des projets, c'est-à-dire on est tous quand même là, enfin, vous, moi, on réfléchit, c'est génial que l'OID se saisisse de ces sujets, mais l'enjeu aussi dans les années à venir, mais je dirais presque maintenant, c'est comment mettre en face des actions concrètes avec des réflexions que l'on partage. Et ça, c'est le plus grand à ce jour bâtiment passif qui a le label Passive House en France. C'est le siège de la métropole Rouen-Normandie, en bord de Seine, à Rouen. Donc la question là, qui était posée au concours, c'est effectivement faire un bâtiment à énergie positive. Donc entre autres, il fallait utiliser, c'est ce qu'on a fait, le gros du boulot est fait par une pompe à chaleur sur la Seine. On a voulu que le bâtiment soit largement vitré, bien que parfaitement isolé thermiquement, mais il y a, en fait, ça a doublé, là, pour que je renouvelle le dessin, on est monté, en fait, on a 2200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur ce bâtiment, et on n'a pas voulu que ce soit quelque chose qui soit rapporté à l'architecture, mais que ce soit la matière même de l'architecture. Et là, vous verrez vraiment, j'espère, le rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure, avec la ville sensuelle. On a voulu croiser le moyen technique avec un moyen poétique. C'est-à-dire, on va à Rouen, c'était l'année de Rouen, ville impressionniste. Claude Monet, qui a peint une vingtaine de fois le portail de la cathédrale de Rouen à différentes heures du jour. Il avait une petite cabane comme ça, il avait plusieurs toiles, donc à 8h du matin, il se remettait à la toile de la veille de 8h du matin, à 9h, il reprenait, etc. Ça nous a fascinés. On a dit, mais c'est vrai, un bâtiment peut changer de couleur, mais aujourd'hui, on pourrait faire que ce soit vraiment le bâtiment lui-même qui change de couleur, comme hommage à Claude Monet. Donc c'est sa palette à droite, et on a travaillé avec les industriels pour que les panneaux photovoltaïques et tous les panneaux de verre qui recouvrent la façade soient recouvert d'une couche dichroïque qui fait que, on a pris 5 nuances, qui fait que cette couche dichroïque fait que les couleurs changent selon l'angle de vue. Donc voilà les panneaux solaires en fabrication, et ça donne un peu une idée de comment, en fonction des reflets, etc., ils changent de couleur. On est parti de cette vue de Rouen, on l'a pixelisé, et en fait ça, c'est la même façade, avec les deux états extrêmes, c'est-à-dire les panneaux qui sous un angle peuvent être verts, prennent cette couleur violine, les bleus avec le orange, etc. Donc voilà le résultat. Alors les panneaux solaires sur la toiture, eux, bon, il y a quand même une économie de projet, eux sont standards, et les panneaux que vous voyez ici sont des panneaux solaires avec cette couche dichroïque. Et donc une conception vraiment holistique, globale, c'est-à-dire de dire que la façade, on aime bien travailler sur ces doubles pots, parce que finalement, la façade, le ciel, la scène, la silhouette de la ville, tout ça, à un moment donné, marche ensemble. C'est vraiment ce qu'on a à l'agence, on travaille sur cette idée de résonance, et de dire que vraiment les bâtiments doivent être en résonance avec le climat, comme je le disais, c'est vraiment la base, en résonance avec leur contexte, et ensuite en résonance aussi avec ceux qui y vivent. Alors ce que j'aime bien aussi dans la prise en compte du bas carbone, c'est la sincérité des matériaux, c'est-à-dire qu'on débarrasse au maximum le bâtiment de couches, et là aussi ça crée une meilleure relation. C'est-à-dire, vous voyez le hall, ici, vous voyez, on est en béton brut, on a du bois, on a des choses simples, et en fait c'est énormément
énormément apprécié parce que ça fait un cadre extrêmement silencieux qui s'efface devant les activités, qui s'efface devant les vues. Donc ça, j'aime bien, surtout pour les espaces de travail. Alors la ventilation naturelle fait que nous avons créé une espèce de patio en forme de lame, comme ça, qui descend très profond, presque jusqu'au rez-de-chaussée, de façon à avoir un puits de ventilation naturelle au cœur du bâtiment. Toutes les fenêtres s'ouvrent, évidemment, on n'est pas comme dans mon hôtel américain. Et en plus, les fenêtres s'ouvrent, il y a quand même la prise en compte des technologies de pointe, dans ce sens que vous ouvrez votre fenêtre, mais la nuit, le bâtiment les ouvre, lui, tout seul. Puisqu'un bâtiment de bureau, en fait, il faut le refroidir. En France, vu le climat, il faut le refroidir presque 6 mois par an. En tout cas, l'impact du refroidissement est plus fort que l'impact du chauffage. Et donc, le soir, toutes les fenêtres s'ouvrent automatiquement. Comme il n'y a pas de faux plafond, c'est stocké, la fraîcheur du soir est stockée dans le béton. Et quand les gens arrivent le matin, les fenêtres sont fermées et le béton restitue la fraîcheur. Mais si vous avez envie d'ouvrir votre fenêtre, vous pouvez toujours l'ouvrir. Et l'entre-deux, entre la double façade vitrée impressionniste, nous a permis de créer des terrasses qui font partie, voilà, là ce coup-ci, de cette résonance avec comment finalement ce côté passive house, qui aurait pu être une machine technique un peu, si ce n'est punitive, mais un peu contraignante, devient au contraire une ouverture où tout le monde peut profiter des extérieurs du bâtiment. Alors on retrouve cette idée sur le bâtiment que vous aviez visité, certains d'entre vous, la Grande Centrale, qui est maintenant plutôt connue comme étant le siège de Pernod Ricard, puisque c'est eux qui ont loué le bâtiment, qui est un bâtiment que nous avons fait dans un des quartiers les plus denses et les plus congestionnés de Paris, le quartier de la gare Saint-Lazare. Et Saint-Lazare, en fait, je retrouve Claude Monet. Donc on voit ce bâtiment ici depuis la place de Budapest et la rue d'Amsterdam. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un passage public, enfin, qui appartient au privé, c'est un passage privé, ça c'est vraiment une contribution à la ville, avec des... Alors il n'y a évidemment pas de pleine terre parce qu'on a 3 nouveaux sous-sols SNCF dessous, mais avec nos paysagistes, on a travaillé sur ces grands bacs qui sont aussi des bancs, et on a créé ce passage qui permet de se mettre à l'abri de la pression incroyable de ce quartier et d'avoir une terrasse comme ça, tout contre la gare Saint-Lazare, mais où vous êtes dans les plantes et le calme. Et on a voulu faire entrer le ciel, c'est un passage quand même assez étroit, on a voulu faire entrer le ciel dans le passage, et donc on a retravaillé le dispositif qu'on était en train de développer à Rouen, de double façade vitrée. Oui, je parlais de Claude Monet, excusez-moi, c'est que Claude Monet, il allait à Rouen en partant de Saint-Lazare. En fait, il y a 3 étapes, si on veut vraiment simplifier, dans ce parcours ferroviaire, c'est gare Saint-Lazare, Giverny et Rouen. Et donc on a travaillé sur les couleurs, les couleurs de ce ciel de Monet, les terrasses. Tous les retraits liés au règlement d'urbanisme deviennent des terrasses, des transparences et les vues. La reprise aussi des trams. Là c'est vraiment l'unisson avec l'histoire, puisque c'est la reprise aussi des trams, des verrières de la gare Saint-Lazare et les grands jardins sur le toit, notamment des jardins où on a des cours de culture. Donc alors évidemment que ça ne va pas nourrir le plus grand jardin, là-haut, il y a quand même 1200 mètres carrés où il y a des plantes aromatiques, des plantes comestibles, etc. Donc on se rend très vite compte que ça ne peut pas nourrir loin de là le restaurant, même si c'est utilisé dans le restaurant, et il faut à peu près, bon après les chiffres c'est compliqué, donc, apparemment il est estimé que chaque Parisien a besoin de 4500 mètres carrés de terre agricole pour sa nourriture annuelle. Mais ça crée ce lien qui est important, symbolique et culturel avec la nature et les gestes. C'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 cours par semaine où les gens s'inscrivent et où on leur apprend
à travailler le jardin, etc. Donc c'est important. C'est très important. Et puis, effectivement, ça fait un îlot de fraîcheur, ça stocke les eaux de pluie, etc. Donc c'est hyper important. La question s'applique aussi au logement. Ça, ce sont des logements que nous avons construits à Montpellier, avec des jardins partagés au pied des logements, et ensuite des balcons qui sont conçus comme des jardinières, avec un arrosage connecté sur l'arrosage général, donc les gens n'hésitent pas à s'en servir. Et ça, c'est photographié 4 ans après la livraison du bâtiment. Globalement, on voit que vraiment ça a pris. C'est-à-dire que c'est vraiment des jardins qui permettent en plus de régler les questions d'intimité, etc. Comme ça, les gens peuvent vraiment occuper le balcon comme ils le souhaitent. Et quand on est au cœur des bâtiments, c'est dans un quartier de la conception globale faite par Christophe Porzampar, qui voulait chaque opération est un peu un îlot qui se referme sur lui-même. Il y a vraiment un sentiment de fraîcheur au cœur de l'îlot grâce à tous ces balcons et à tous ces arrosages. Voilà, vous voyez les ambiances. Donc de toujours associer la performance au vécu. Voilà, de surtout pas. Puis vous voyez, moi je suis un peu du sud, ça s'entend. Et quand on était effectivement dans cette toute première réflexion, notamment en 2008, développement durable, tous les exemples en 2008, les exemples les plus frappants, c'était l'Europe du Nord. Ils étaient hyper bons, hyper vertueux. Pays scandinaves, Autriche, etc. On parlait que de ça. Et nous, on était hyper mauvais. J'ai quand même été un peu challengé par le fait en disant quand même la Méditerranée, le Sud, on doit pouvoir aussi être bon et performant en termes d'environnement sans renoncer au plaisir de l'extérieur, d'habiter, etc. D'être vraiment dans un développement durable qui évite la culpabilité qui était quand même un tout petit peu dans les messages que nous envoyait l'Europe du Nord. Nous, l'idée de la ville sensuelle, c'est aussi ça. C'est de dire, si on convainc de la meilleure relation et du plaisir qu'il y a à vivre en ville, dans une ville qui soit bonne du point de vue environnemental, on va être beaucoup plus motivant que si on culpabilise juste les gens en disant vous êtes un homme européen ou une femme européenne et donc vous consommez 3 fois trop, c'est pas bien, etc. Là, c'est de dire en fait c'est vachement mieux d'avoir un bâtiment comme ça ou de travailler dans un bâtiment comme une grande centrale. Et ça, on pense que c'est motivant. Puis après, voilà, ça c'était les balcons du boulot, un heureux propriétaire ou locataire. Et les derniers étages, on voit comment les gens s'approprient. Ça, c'est un thème, le temps manque, mais c'est aussi un des thèmes hyper importants, c'est de reconquérir la capacité qu'ont les habitants d'agir sur leur environnement. C'est pour ça qu'on monte ces intérieurs, les pots, ces balcons, etc. Ça, c'est un projet qui me tient à cœur, qui hélas ne va pas se faire, qui est très mal parti. On a été lauréat avec BNP, Real Estate, du premier Réinventer Paris sur Porte des Terres, et c'est des bâtiments de bureaux à gauche, de logements à droite, qui couvrent le périphérique au droit de la Porte des Terres. On va vers Neuilly, il y a une petite chapelle, la chapelle de la Compassion. Et ensuite, si vous êtes piéton, vous avez un grand moment d'angoisse et de solitude si vous allez à Neuilly, parce que là, vous avez l'immense trémie du périphérique, vous avez 2 avenues qui partent là, de l'avenue des Terres avec beaucoup de voitures. Et donc là, l'idée, c'était de reconnecter Neuilly et Paris avec un jardin au centre que l'on pouvait traverser sur le même principe, en disant c'est privé mais c'est ouvert au public. Et là, le principe, c'est justement très beau, d'une réflexion sur la construction, c'est-à-dire que pour franchir le périphérique, on faisait une dalle qui devenait un jardin. Donc ça, c'était le jardin pont, on l'appelait, voilà. De façon à ce que les bâtiments se posent sur cette dalle sans aucune contrainte de structure. Contrairement à ce qui se fait actuellement à la CEMAPA, sur les voies ferrées, où c'est les bâtiments eux-mêmes qui franchissent, ce qui crée un peu un problème, enfin qui crée forcément un problème en termes d'évolution et de flexibilité.
Là, on a dit, ben voilà, on franchit une fois pour toutes avec le jardin, le périphérique, et sur ce jardin, on pose des bâtiments légers, donc structures en bois, qui pourront un jour être démolis, modifiés, agrandis, etc. C'est ça aussi, quoi, le durable. C'est engager la pérennité, en sachant que la pérennité aujourd'hui, ce qui dure, c'est ce qui change. Donc il faut avoir tout ça en tête. Voilà, la petite chapelle de la Compassion est à droite, Neuilly est au fond, et là on traverse cet îlot qui est créé par-dessus le périph', et vous avez vu qu'on relie les jardins, des bureaux et des logements pour qu'il y ait cette vie collective qui se passe au niveau des toitures. Et il était prévu qu'une société, les Cafés Richard, pour ne pas la nommer, installe un petit pavillon de thé sur le toit pour qu'il y ait un accès aussi du public sur ces toitures. Et le projet a fait la une, notamment du National Geographic français, mais là il a été pris en otage dans des débats que vous suivez peut-être sur plutôt politique entre écolo, la maire de Paris, il ne faut pas construire sur le périph', etc. Et c'est un peu bloqué. Je terminerai très rapidement donc, sur ce travail que nous avons fait de 2012 à 2018 en tant qu'architecte conseil de la Société du Grand Paris Express. C'est 72 gares, hein, Gérard, c'est pas mal. C'est 72 gares autour de Paris, avec les lignes 15, 16, 17, 18. Et d'emblée, on avait appréhendé ce projet comme un projet urbain, c'est-à-dire en disant la mobilité, questionner la mobilité, que j'ai présenté tout à l'heure dans son côté d'obligation à bouger. Et là, c'était de dire c'est la mobilité qui va être un outil. Voilà, vous posez la question de dire on ne va pas bouger pour bouger, mais on va faire que cette périphérie de Paris, dont on le sait, ça, la grosse critique qu'on peut faire par rapport aux autres grandes villes aujourd'hui, c'est qu'elle est entièrement tournée vers le centre. Là, c'est de dire on va utiliser la mobilité pour enfin faire une ville archipel avec plein de centres pour que chacun se sente habiter son territoire et pas dire moi j'habite à 15 km de Paris, 20 km de Paris, en fait tout ça en mesurant finalement sa qualité par la distance. Alors, l'idée de la ville sensuelle aussi, c'est de composer les projets à partir d'expériences. On utilise beaucoup la fiction. Là, c'était des petits personnages. On a utilisé des étudiants de l'école des Gobelins pour faire des dessins animés. La SGP a utilisé nos dessins animés. Tant qu'il n'y avait pas de vrais projets, ils ont communiqué, notamment au BIPIM, avec les dessins animés, de dessins qui prenaient en compte le vécu des voyageurs, c'est-à-dire plutôt que de représenter uniquement en plan coupe, élévation, c'était de partir vraiment d'un parcours avec les temps pour dire mais il faut que ingénieur, signalétique, design, publicité, archi, etc., on travaille ensemble. Tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Mais là, avec ces dessins, c'est de dire, lui, le voyageur, il s'en fiche de savoir que ça c'est fait par l'acousticien, ça c'est fait par l'éclairagiste, et ça c'est fait par le décorateur, le reste est fait par, etc., par l'architecte, les ingénieurs. C'est une expérience unique. Et donc, il faut faire travailler les gens ensemble. Et donc, on a représenté, on a fait des cartes, on travaille beaucoup sur la cartographie, où on oubliait Paris, et on représentait les territoires desservis par le métro, effectivement, comme une ville archipel, travaille sur des maquettes, qui avait été montré justement au pavillon de l'Arsenal, et juste un petit clin d'œil aussi avec cette idée d'apaisement. Pauline Marketing, mon associé, s'est occupé aussi de mettre en place les interventions artistiques, et un consultant qui fait que ça, mais parmi les interventions artistiques qu'il y aura dans chaque gare, il y en a une qui va être globale à toutes les gares, et on a dit que ce sera juste un arbre, le même arbre devant chaque gare pour symboliser cet apaisement. Et c'est un artiste, Thierry Boutonnier, qui a eu cette idée, c'est un des premiers, c'est-à-dire que l'arbre de chaque gare, il existe déjà, en plusieurs exemplaires quand même un peu, pour pas que le temps que les gares se fassent, il peut y avoir des pertes. Et les arbres ont été adoptés par les habitants des quartiers où la gare va s'installer. Et donc, on a installé dans les jardins des maisons, on a installé l'arbre
qui se développent, au lieu qu'ils soient en pépinière, ils se développent dans les jardins des habitants qui tous les 6 mois font des fêtes et se retrouvent sur les chantiers de la SGP pour échanger et parler de leur art. Voilà. Merci de votre